La fin de la Grande Guerre, en novembre 1918, laisse derrière elle une Europe épuisée, ravagée, exsangue, mais qui se berce de l'espérance magnifique qu'il ne peut plus en surgir d'autres, à vue humaine. Il doit s'agir de la Der des Der. Il ne faut hélas que 2 décennies pour que survienne un nouveau drame, plus épouvantable encore, où les rêves des pacifistes sont piétinés et une nouvelle génération jetée dans la tourmente. Telle est la sombre histoire, éclairée de traits de lumière, qui mérite d'être contée. Tel est le sinistre enchaînement, qui exige d'être compris. « 11 novembre 1918, à 5h15 du matin. Dans une petite clairière de la forêt de Compiègne, l'armistice est signé par les Allemands dans le wagon du maréchal Foch, généralissime des armées alliées. À 11h, les combats s'arrêtent. Un soldat témoigne. Tout à coup, c'est un silence de mort. Lentement, les fantassins sortent de leurs trous. En face d'eux, à 100 mètres, les sentinelles ennemies sont debout, baïonnettes au canon. On se voit pour la première fois depuis 4 ans, sans se tirer les uns sur les autres. Le silence persiste. C'est vrai, ce n'est pas un rêve. La guerre est finie. Du plus profond des cœurs jaillit une émotion violente, qui hésite entre bonheur et douleur. Très vite, la nouvelle se propage vers l'arrière. Un chroniqueur raconte. Soudain, les passants électrisés bondissent sur place et Paris ressemble à une immense salle de classe que surprend le signal joyeux de la récréation, alors que des canons confisqués aux Allemands paradent place de l'Opéra. Jamais on ne vit sur les boulevards tant de soldats anglais, américains, belges, italiens, empressés à embrasser les jeunes filles. Dans tous les pays vainqueurs, la joie déborde. L'allégresse est à la hauteur d'un bilan effroyable. « 60 millions de combattants, 9 millions de morts. Aveuglés au gaz, gueule cassée, estropiés à vie. En France, parmi les 3 millions de blessés, on dénombre 1 million d'invalides. Les destructions matérielles sont immenses. Des villes entières sont ravagées. La France est victorieuse, mais elle est accablée. Pourtant, la paix retrouvée permet au peuple épuisé par tant de sang répandu de rêver qu'on ne leur ment pas quand on leur donne à croire qu'ils ont vécu la dernière des guerres. En Allemagne, le soulagement et la douleur se mêlent à la rage. Parce que la demande d'armistice a été faite par des civils, les militaires paraissent échapper à l'infamie de la défaite. À Berlin, le nouveau chancelier salue au mépris des faits des soldats qui reviennent invaincus des champs de bataille. Les généraux allemands, Ludendorff et Hindenburg,
sans vergogne, attribuent leur défaite à un coup de poignard dans le dos qu'auraient porté des hommes politiques dévoyés et des bourgeois cosmopolites. L'expression est reprise avec ferveur par beaucoup d'Allemands qui se sentent humiliés et meurtris. Deux mois après l'armistice, la France victorieuse se trouve brièvement au centre du monde. La conférence de la paix s'ouvre à Paris. Le président américain, Woodrow Wilson, acclamé dans une capitale en liesse, souhaite promouvoir de grands principes qui doivent fonder une paix définitive. Pour Clémenceau, le chef du gouvernement, que la France célèbre comme le père de la victoire, il s'agit à présent de gagner la paix, de construire une Europe qui soit favorable aux intérêts nationaux et de compenser, pour une part au moins, les immenses pertes humaines et matérielles. L'Allemagne n'est pas conviée à la conférence qui va dessiner la nouvelle carte du monde. Les 4 grands empires, la Russie, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, l'Empire ottoman, sont disloqués ou amputés. Sur leur décombre, de nouvelles nations font leur apparition. La Hongrie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie. Afin de contenir le péril bolchevique, un glacis de pays est créé sur les territoires perdus par l'Empire tsariste. La Pologne ressuscite après 125 ans. L'Allemagne perd plus de 80 000 km², 8 millions d'habitants et toutes ses colonies. Un corridor polonais coupe la Prusse orientale du reste du pays. L'Alsace-Lorraine est restituée à la France après un demi-siècle de séparation. Pour protéger la France d'une attaque allemande, Clémenceau obtient que la rive gauche du Rhin soit démilitarisée. Aucune troupe allemande ne devrait y pénétrer. L'Allemagne est contrainte d'abolir le service militaire obligatoire et de se priver d'artillerie lourde. Son armée ne devra pas dépasser 100 000 hommes. Elle doit également financer la remise en état des régions dévastées, en Belgique et en France. C'est à Versailles que sont convoqués les Allemands pour la signature du traité. Événement exceptionnel qui réunit les représentants de 32 pays, observés par 1 millier de journalistes. Le traité est signé le 28 juin 1919, dans la Galerie des Glaces, par des délégués allemands qui ont la rage au cœur. Ils n'ont pas le choix. S'ils refusent de parapher, les Alliés reprendront les armes. Pour les Allemands, la paix de Versailles est un diktat imposé sans merci à leur faiblesse provisoire. Tandis que du côté français, un slogan résume un état d'esprit. L'Allemagne paiera. Les 4 négociateurs du traité, qui consentent volontiers à se laisser filmer par la presse, ne sont qu'à moitié satisfaits. Clémenceau aurait voulu obtenir plus de territoire et plus de garanties. Mais il a été freiné par la ténacité de Lloyd George, Premier ministre britannique, qui, fidèle à une tradition séculaire, redoute une prépondérance de la France sur le continent. Il est entravé aussi par Wilson, l'idéaliste, soucieux de garantir la paix grâce à une société des nations qu'il a passionnément désiré voir naître. Quant à Orlando l'Italien, il est frustré. Il estime que son pays n'est pas récompensé de sa participation à la guerre. On ne lui accorde pas toutes les annexions qu'il espérait. Le soir de la signature, Clémenceau raccompagne le président américain. Wilson, le complice, partenaire dans la guerre et dans la paix, s'en retourne chez lui. Clémenceau a les larmes aux yeux. « J'ai l'impression, s'écrie-t-il, que je perds un des meilleurs amis que j'ai jamais eu. »
Wilson revient en vainqueur aux États-Unis. Mais il ne réussit pas à faire ratifier le traité de Versailles par le Sénat américain. Washington retourne à sa tradition isolationniste et n'adhère pas à cette société des nations que Wilson avait tant voulu voir naître. La Société des Nations réunit sa première assemblée à Genève, le 15 novembre 1920, en présence des délégués de 42 pays. Mais les États-Unis sont absents. D'emblée, pour elle, c'est un lourd handicap. Beaucoup craignent, dès ce moment-là, que les Allemands ne brisent les chaînes dont on les a chargés, aussitôt qu'ils le pourront. Come along, children. Now we're going to have a little music, like old times. L'envie vient au peuple après ces 4 années de folie meurtrière de vivre, sauter, glisser, voler et jouir de l'existence plus haut, plus vite, plus loin. Okay, roll the drums. Les années folles commencent. Le monde se met à danser. Le Black Bottom, Bunny Hug, Wobbly Walk, le kickaboo, le foxtrot ou le charleston. On danse sur tous les rythmes. Les techniques, la mode, la place des femmes évoluent à grande vitesse. Malgré la prohibition de l'alcool, puritaine et hypocrite, les Américains sont portés par une confiance allègre dans les vertus du capitalisme, qui les hisse au premier rang des puissances mondiales. Un tourbillon artistique métamorphose la société en profondeur. Paris devient le centre d'une internationale de la création que fréquentent les artistes et écrivains du monde entier. Tandis que surgit une icône coquine et espiègle, Joséphine Baker. Loin de Paris, en Russie, sous l'autorité de Lénine, le pouvoir bolchevique s'est renforcé. Mais après sa victoire à l'issue d'une cruelle guerre civile, elle peut donner à penser qu'après les excès des premiers jours, elle va doucement rejoindre les pratiques social-démocrates. Et dans cette ambiance optimiste, les démocraties occidentales ne s'inquiètent pas trop de l'avènement du fascisme de Benito Mussolini en Italie.